je vais essayer de vous apporter une vision opérationnelle en fait de toute cette technologie dans la chaîne achat. Donc vous voyez, je suis parti vraiment d'une chaîne source to pay, c'est-à-dire qu'on va vraiment partir du besoin, le sourcing des fournisseurs, l'appel d'offres, le contrat, qui va représenter la partie source to contract, donc le métier de l'acheteur pur. Et ensuite, toute la partie approvisionnement, le procure to pay, où là, on va retrouver la demande d'achat, la commande, la réception et la facturation. Et tout ça, généralement, nécessitant des interfaces en interne comme en externe, avec les fournisseurs, avec des bases de données externes, et ainsi de suite. Donc, je vais vous prendre d'abord les processus un par un pour bien comprendre en fait à quel moment on peut intégrer la blockchain dans le processus achat. Donc là, je fais un focus vraiment sur la partie source to contract, où on va retrouver, si vous prenez le métier des achats, la définition des besoins, le sourcing fournisseur, la négociation et enfin la contractualisation. Sur certaines de ces étapes, on va pouvoir y intégrer en fait des technologies de blockchain. Le sourcing fournisseur, par exemple, ça va être de créer de la confiance fournisseur, notamment dans des pays éloignés sur lesquels on ne maîtrise pas l'information. Je pense à des pays low cost, par exemple, où il n'y a pas de registre des fournisseurs, où on ne peut pas forcément vérifier à qui on a affaire, et on doit fonctionner sur de la confiance. Et moi, j'ai eu des cas très concrets l'année dernière, au tout début de la crise sanitaire, où on devait passer des commandes de plusieurs centaines de milliers d'euros en Asie, auprès de fournisseurs qu'on ne connaissait pas du tout, où on jouait quasiment au poker sans savoir si le fournisseur était un vrai fournisseur, s'il existait depuis longtemps, etc. La blockchain peut résoudre cette information-là, puisqu'en fait, on va avoir la confiance dans la blockchain à travers les QYC, les QAB, l'AML. Donc, en gros, c'est je connais mon interlocuteur et toute la chaîne de confiance qui va rajouter de la confiance, puisque plus le fournisseur aura de transactions avec d'autres acteurs qui seront eux-mêmes de confiance et plus il gagnera en confiance. Donc, ça facilitera le sourcing et ça facilitera également l'identification des fournisseurs pour éviter les fraudes. Concernant les appels d'offres, on va également historiser les offres. On peut les historiser à vie et sur la durée que l'on veut, puisque la blockchain, par définition, a commencé en 2019 et on peut retracer toutes les transactions depuis 2019, une par une, sans qu'aucune n'ait pu être altérée. Et l'autre intérêt, grâce notamment à smart contract, c'est qu'une offre qui a été faite et qui peut être liée, par exemple, à un impact de matière première ou un impact de taux de change, peut directement dans l'offre être interconnectée avec ces informations-là pour que l'offre évolue automatiquement à la hausse ou à la baisse sans aucune intervention humaine. Et donc, la négociation et l'offre restent valides, même plusieurs mois ou plusieurs années après. On a également le dernier processus de qualification fournisseur qui est la contractualisation, et on vient d'en parler. C'est d'adosser à un contrat juridique un smart contract. Et ce smart contract ne va pas reprendre l'ensemble des termes du contrat juridique, qui est très, très verbal, mais plutôt toutes les conditions et les règles de ce contrat. Et là, on peut tout imaginer. C'est toute la beauté d'un smart contract. C'est que vous prenez votre contrat, vous avez défini un ensemble de règles sur les délais de livraison, les pénalités, les délais de paiement, la qualité, euh, etc. Le taux de change, la variation des taux de change, la variation vis-à-vis des matières premières, etc. Votre smart contract va exécuter l'ensemble des informations dès lors que vous allez enclencher une transaction. Donc, vous n'aurez pas à vous poser la question de est-ce que mon fournisseur m'a bien transmis ma remise de fin d'année à la fin de l'année, puisqu'en fait, ça va se faire instantanément à minuit le 1er janvier de l'année suivante. Vous recevrez votre remise de fin d'année en se basant sur toutes les transactions qui auront été faites. C'est un exemple parmi des milliers d'autres qu'on peut croiser tous les jours. Ensuite, je passe un peu plus sur la partie approvisionnement. Donc, la première partie, ce sont les demandes d'achat. Donc, la gestion de l'information. La gestion de l'information, c'est le simple fait de pouvoir retrouver les produits ou les services et s'assurer que ces produits ou ces services soient disponibles, soient toujours au bon prix et soient vendus avec la bonne autorisation par tel ou tel fournisseur. Donc, là, ça peut intégrer également des produits qui sont très éloignés géographiquement ou qui peuvent être livrés également à long terme dans les catalogues.
Donc l'idée, c'est vraiment d'inscrire sur la blockchain et de sécuriser toutes les modifications qui pourrait y avoir dans des catalogues, par exemple, mais ça peut être aussi des prestations de services. Ensuite, on a la création de produits. Et là, tout l'intérêt de la blockchain, c'est qu'on peut tokeniser certains produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, alors bien entendu, ça se fait sur des produits plutôt à forte valeur ajoutée, on va y adosser un token non fongible, on appelle ça des NFT, ou un token tout court. L'idée, c'est de suivre en fait de la création du produit et pendant toute sa vie un produit. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup sur les œuvres d'art, mais on a de plus en plus d'entreprises comme Ford par exemple qui va tracer tous les gisements de cobalt et la traçabilité du cobalt, DB qui va tracer les diamants pour vérifier en fait que ces diamants soient extraits dans les bons pays, c'est-à-dire dans les bons pays, dans des pays où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas d'esclavage, où il n'y a pas de travail des enfants, etc. Et tout ça forme en fait une base d'articles unique qui vous donne une traçabilité complète. Les circuits de validation pourraient être automatisés également en fonction des smart contracts que vous avez décidés. Si vous avez dès le départ décidé qu'un smart contract allait autoriser un de vos employés à acheter tel produit dans telles conditions, inutile de le faire passer par un circuit de validation puisque tout sera automatisé et inscrit sur la blockchain. Et ensuite, donc, vous aurez votre demande d'achat qui pourra se transformer en commande. La commande, à ce moment-là, il va falloir qu'on collecte les informations fournisseurs pour créer le compte fournisseur. Et là, clairement, le manque de visibilité va disparaître puisqu'on va avoir dans le grand livre, dans la blockchain, toutes les informations liées à chaque partie. Donc à votre fournisseur, mais également aux sous-traitants de rang 1, 2, 3, 4 et à l'infini de ce fournisseur. Donc vous allez avoir la visibilité en fait sur toute la chaîne de production du fournisseur sans pour autant, comme le disait Adrien, avoir forcément le nom des sous-traitants. Vous aurez leur pseudo. Et en ayant leur pseudo, c'est-à-dire leur clé publique, vous pourrez y adosser leur conformité. Donc vous saurez que le sous-traitant qui a fabriqué telle pièce de rang 2 est bien conforme par rapport à tous les éléments que vous jugez en conformité, sans pour autant avoir peut-être le nom de ce fournisseur de rang 2. Donc ce qui permet vraiment d'avoir une confiance sur toute la chaîne logistique. Ensuite, sur la partie création maintenance des fournisseurs, on a en fait toute cette partie confiance toujours de la blockchain où tout va être numérisé et partagé. Donc tous les éléments qui auront eu un consensus au niveau de la blockchain pour dire que cette donnée est vraie, elle va être vraie pour l'ensemble des parties qui interrogeront la blockchain. Donc on va gagner un temps énorme. Je donne un exemple simple. Un fournisseur qui change de banque, demain par exemple, il changerait de clé publique pour son compte bancaire, je vais appeler ça compte bancaire pour simplifier, il suffirait qu'il le mette sur la blockchain et qu'il ait suffisamment de consensus d'approbation pour que ce nouveau compte bancaire soit automatiquement modifié sur l'ensemble des parties prenantes dans son écosystème sans que vous ayez aucune interaction à faire, aucune modification manuelle à effectuer. De la même manière, on retrouve donc toujours dans ce circuit les circuits de validation, la génération de commandes et l'envoi et le suivi des commandes. Et là, on peut y intégrer des comptes séquestres. Vous avez un fournisseur qui vous dit « Moi, je commence à produire à l'unique condition que vous me payiez en avance. » En fait, souvent, le fournisseur, ce qu'il veut, ce n'est pas tant d'avoir l'argent en avance, c'est d'être sûr d'être payé quand il va livrer son produit. Et donc là, avec des smart contracts, vous allez pouvoir lui prouver que vous avez bloqué dans le smart contract la somme convenue, mais il ne l'a toujours pas, cette somme. Et vous ne l'avez plus non plus. Elle est bloquée sur la blockchain, dans le smart contract, cette somme, et elle va se débloquer lorsque le fournisseur aura effectué les conditions contractuelles. Donc, ce qui va sécuriser les deux parties. Vous sécurisez que le fournisseur ne part pas avec la caisse une fois que vous avez passé la commande, et le fournisseur sait que vous avez les fonds pour payer sa prestation au fur et à mesure selon les conditions que vous avez définies. Ensuite, si je continue le process, on a la partie réception, donc la réception physique, qui va pouvoir être adossée en fait avec ce qu'on appelle des oracles. Les oracles, en fait, c'est ce qui fait l'intermédiaire entre la blockchain technologique et le monde réel. Donc le monde réel, c'est la réception de produits physiques. Et donc là, vous avez déjà des sociétés, on va en reparler, hein, comme UPS, FedEx, etc., qui ont intégré la blockchain dans la traçabilité de leur livraison.
Et vous avez de plus en plus l'utilisation des objets connectés, qu'on appelle l'IoT, l'Internet of Things. Donc les objets connectés, en fait, qui vont tracer tous les flux de vos produits. Donc c'est des petites puces, en gros, qui se mettent sur tous les paquets de vos produits et qui vont se connecter à Internet en temps réel pour savoir où se trouvent tous ces produits. Donc vous évitez la fraude, vous évitez les contrefaçons et vous pouvez y intégrer des capteurs en fait sur ces objets connectés qui vont mesurer la température, qui vont mesurer les vibrations si c'est des objets fragiles, etc. Alors, il y a une infinité de possibilités qui, à nouveau, se retrouvent dans la blockchain pour que vous puissiez valider la traçabilité, c'est le deuxième point, la traçabilité et la transparence de tous les flux physiques que vous avez, physiques ou digitaux si c'est du développement informatique. Et vous pouvez également donc y inclure des conditions de paiement qui vont s'enclencher avec des remises, avec des pénalités, avec des frais de transport particuliers qui s'automatisent en fonction du flux de livraison que vous souhaitez, que vous avez négocié avec votre partenaire. Olivier, on a un certain nombre de questions. Je ne sais pas si je peux les aborder maintenant ou pas. Alors, si vous voulez, je termine par la facturation et ensuite on attaque les questions. Exactement, merci. Voilà, juste pour boucler en fait la boucle du processus source to pay, on a ensuite donc la facturation avec la réception des factures, traitement des factures, archivage des factures, traitement de litiges et paiement fournisseur. Avec la blockchain, il faut que vous imaginiez que depuis la création même du bien ou du service que vous avez acheté, en intégrant toutes les parties qui ont été en contact, en relation avec ce produit, tout est sur la blockchain. Donc en réalité, la facture n'a plus lieu d'être puisque la facture existe déjà sur la blockchain. Toutes les informations existent pour transformer un paiement avec tous les éléments prouvant que la transaction a bien eu lieu selon les conditions que vous avez générées. Donc en fait, à terme, les factures seront digitalisées à 100% dans la blockchain. On n'aura plus de version papier et on les recevra même plus par email, sauf pour notre information personnelle, mais qu'il n'y aura aucun intérêt pour nos outils numériques qui en fait vont eux se brancher directement sur la blockchain pour suivre d'où vient le produit, qui est le fournisseur à qui on a acheté ce produit, quelles ont été les conditions d'achat, est-ce qu'on a reçu le produit et à quel moment on doit payer ce produit. Et donc là, vous avez vraiment la digitalisation de vos factures qui vont remplacer ces factures, qui vont gérer des paiements en multi-devises avec, et ça c'est toute la beauté de la blockchain aussi, et du monde des crypto-monnaies, la possibilité de sécuriser les taux de change, et avec encore beaucoup d'éléments effectivement qui permettent d'optimiser sa trésorerie et ses flux financiers qu'on n'abordera pas aujourd'hui puisque ça devient très complexe. Mais retenez un point, c'est ce risque de conformité qui est quasiment mis à zéro puisque vous avez cette vraie traçabilité. Donc vous pouvez démontrer à tout moment toutes les transactions que vous avez faites, avec qui, à quel moment, sur quelle durée. Et donc toutes les pistes d'audit en fait sont inviolables puisque personne ne peut modifier la blockchain, personne ne peut revenir en arrière sur la blockchain. Donc si vous voulez faire un changement, il faut l'écrire sur la blockchain et vous aurez l'historique sur qu'est-ce qui avait été prévu au départ, qu'est-ce qui a été modifié maintenant. Donc voilà un peu sur tout le processus source to pay que je voulais aborder. Je vais attaquer les cas pratiques, mais je vais d'abord peut-être répondre à vos questions.